En Guinée-Bissau, entrée en fonction ce jeudi des 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif. Ils ont pour principale tâche de préparer les législatives du 18 novembre prochain. Le parti au pouvoir à Madagascar et l'opposition qui exige dans la rue le départ du président ont entamé des discussions. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays. Au Nigeria, 11 musulmans Haoussa ont été tués par une foule en colère dans l'état de Benue. Le Parlement a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises. Bien bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau journal sur Sika. Les 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif en Guinée-Bissau sont entrés en fonction ce jeudi. Ils ont pour principale tâche de préparer les législatives du 18 novembre après plus de 2 années de crise politique. Les détails. Nommé mercredi par le nouveau Premier ministre de consensus Aristide Gomes, les 18 ministres et 8 secrétaires d'État, dont 4 femmes, ont prêté serment ce jeudi. Le nouveau gouvernement est notamment composé de 10 membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, la formation du Premier ministre et de 8 personnalités issues du Parti de la Rénovation sociale, PRS, deuxième formation parlementaire qui, jusqu'il y a 2 semaines, ne parvenait pas à s'entendre sur la formation d'un gouvernement. Outre son poste de Premier ministre, Aristide Gomes garde la main sur l'économie et les finances, tandis que les affaires étrangères sont confiées à l'ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique, João Ribeiro Co. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre issu du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 14 avril à Lomé. Il a ouvert la voie à la nomination de Gomes 2 jours plus tard, puis à la reprise des travaux du Parlement et à la fixation des législatives au 18 novembre 2018. Le nouveau chef du gouvernement a assuré que son cabinet suivrait scrupuleusement les dispositions de l'accord de Conakry de 2016 qui prévoyait un processus de sortie de crise et des législatives, mais qui est longtemps resté lettre morte. Avec un Premier ministre de consensus et un gouvernement d'inclusion, nous venons de démontrer que nous sommes capables de dépasser nos divergences et nos ambitions personnelles, s'est félicité jeudi le président Vaz pendant la cérémonie de prestation de serment. Un groupe de 15 députés frondeurs du PAIGC qui s'était rangé derrière le chef de l'État obtient 2 ministères et un secrétariat d'État. 3 petites formations complètent l'équipe avec chacune un portefeuille. À Madagascar, le parti au pouvoir et l'opposition qui exigent dans la rue le départ du président Eri ont entamé des discussions. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays depuis samedi et qui a causé la mort de 2 manifestants. Ce jeudi et pour la 6e journée consécutive, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté dans la capitale, Antananarivo. Partis une nouvelle fois de la place du 13 mai, lieu historique de la contestation sur la Grande Île, ils ont convergé dans le calme vers le tribunal d'Anosy sous protection de gendarmes armés. Ils y ont déposé plainte contre le chef de l'État et le gouvernement, accusés d'être les responsables de la tuerie de samedi. Les élections présidentielles et législatives sont prévues à la fin de l'année, mais les manifestants sont pressés d'en finir avec celui qu'ils accusent, notamment de museler l'opposition et de piller les richesses du pays. Après plusieurs jours de fronde populaire, des négociations ont finalement débuté mercredi soir entre le parti au pouvoir HMV et l'opposition sous l'égide de l'Union africaine. La communauté internationale, par le biais de l'Union africaine, a invité les protagonistes à se mettre autour de la table, a expliqué Augustin Adriamananoro, bras droit d'Andry Rajolina, l'un des chefs de l'opposition. L'Union africaine cherche une voie consensuelle pour une sortie de crise, a-t-il ajouté, sans dévoiler la teneur des discussions. Ces négociations sont juste des stratégies pour détourner l'attention du peuple et je ne vois pas l'intérêt de faire appel à des étrangers. Les Malgaches peuvent très bien parler entre eux, a estimé un manifestant. Ces pourparlers auxquels participent des députés de l'opposition et le président du HMV, Rivo Rakotovao, reprennent ce jeudi. Mais la rue ne l'entend pas ainsi. Plus question de négocier, ont scandé les manifestants. Cette nouvelle crise à Madagascar, grande île de l'océan Indien à l'histoire politique mouvementée, a éclaté au grand jour samedi avec la manifestation interdite par les autorités qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre.
À l'origine du mécontentement, les nouvelles lois électorales que l'opposition juge favorables au gouvernement. Depuis, les manifestations se poursuivent tous les jours et dans le calme dans la capitale avec un nouveau mot d'ordre, la chute du président en poste depuis 2014. En Sierra Leone, le parti du président Julius Maada Bio a remporté la présidence et la vice-présidence du Parlement malgré les protestations des élus de l'ex-parti au pouvoir qui dispose d'une majorité relative. À l'Assemblée, le vote s'est déroulé en l'absence de 16 des 68 députés de l'APC et 2 du SLPP, le parti au pouvoir, en raison de contestation de leur élection. On fait le point dans ce reportage. Le SLPP, la formation politique du président sierra-léonais Julius Maada Bio, a remporté mercredi la présidence et la vice-présidence du Parlement, malgré la majorité relative de l'APC, l'ex-parti au pouvoir. L'élection du président et du vice-président de l'Assemblée s'est tenue en l'absence de l'ensemble des députés de l'APC et de 2 du SLPP, et pour cause, la police est intervenue pour sortir de l'hémicycle des députés de l'APC qui protestaient contre l'interdiction de siéger de 16 des leurs. En raison de contestation de leur élection, la justice a interdit cette semaine à 16 des 68 députés de l'APC, l'ex-parti au pouvoir, et 2 du SLPP, l'actuel parti au pouvoir, de siéger au Parlement tant qu'elle ne se serait pas prononcée sur le contentieux électoral. L'APC a dénoncé cette mesure de la justice, y voyant une tentative d'empêcher 7 députés de voter afin d'imposer au pays un président du Parlement issu du parti au pouvoir. Le député Kandé Youmkela, chef du parti arrivé 3e de l'élection présidentielle le 7 mars dernier avec 6,9% des voix, a déploré l'intervention de la police, soulignant que 48% des parlementaires n'avaient pu participer au vote. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, le Parlement a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays. Cette convocation intervient après que 11 musulmans Haoussa aient été tués dans une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l'État de Benue, c'est dans le centre du pays, et ce, en représailles à l'attaque d'une église qui a fait 18 morts. 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs dans le centre du Nigeria. En représailles à cette attaque, 11 musulmans Haoussa ont été tués par une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l'État de Benue, dans le centre du pays. Les attaques ont eu lieu dans différents quartiers de la ville et le bilan pourrait encore augmenter, car certaines victimes dont les corps ont été calcinés n'ont pas encore été retrouvées. La foule a également rasé les 2 mosquées du marché de Makurdi. Suite à ces événements, le Parlement nigérien a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays. Selon le président de la Chambre, les membres de la Chambre basse du Parlement, la Chambre des représentants, a également voté ce mercredi en faveur du remplacement des chefs de service et conseillers en sécurité de l'armée. Par ailleurs, selon une organisation américaine spécialisée dans les conflits armés intitulée Armed Conflict Location and Event Data Project, la plupart des violences du centre du pays se sont produites dans l'État de Benue, où quelques 385 000 personnes ont été tuées depuis janvier. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées mardi soir par balle à Niafo, dans le nord du pays. Il faut dire que cette région est en proie à de fréquentes attaques djihadistes. Le récit des faits dans cet élément. L'attaque est survenue aux environs de 19h GMT. Les fidèles musulmans revenaient de la mosquée lorsque des individus armés non identifiés ont ouvert le feu, tuant 3 personnes. Les victimes ont été identifiées comme étant le chef du village de Niafo, son fils, ainsi qu'un membre d'un groupe d'autodéfense. Un témoin a affirmé qu'une autre personne a été grièvement blessée au cours de cette attaque. Selon une source sécuritaire, des éléments du groupement antiterroriste ont entrepris un large ratissage dans la commune de Arbinda, à laquelle est rattaché le village de Niafo. Mardi, le tribunal de Djibo, dans le nord burkinabé, a fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. La région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015. Selon un bilan officiel, 133 personnes ont été tuées au
cours de 80 attaques. Sous-équipées, les forces de sécurité du pays ont du mal à enrayer les attaques dans cette région du Sahel burkinabé. Fin février, une vingtaine de policiers du commissariat de Déouf, une ville située près de la frontière du Mali, avaient abandonné leur poste pendant 24 heures pour protester contre leur manque de moyens face aux attaques. Au Bénin, il a été procédé ce mercredi à la présentation et au lancement du livre « Le Camès, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». L'ouvrage a été co-rédigé par les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Raimi. Dans leur ouvrage intitulé « Le Camès, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique », les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Raimi expose en 150 pages les nombreux dysfonctionnements, les intrigues, les faux et usages de faux, les aberrations qui émaillent la vie de l'institution universitaire panafricaine et qui font d'elle un véritable couvent où se produisent des miracles. À quoi sert le Camès dans notre système éducatif? C'est un frein. Est-ce que le Bénin peut aujourd'hui dire qu'il est membre du Camès selon les thèses du Camès aujourd'hui? Impossible. Je mets quiconque au défi. À partir de ce moment, tout ce qui est fait tombe. Et c'est pourquoi vous allez voir, notre ouvrage est terminé par la phrase que personne ne dise demain, je ne savais pas. Aujourd'hui, nous pourrons être des incompris. Mais l'histoire retiendra demain qu'au moins on vous l'a dit. On fait même du faux usage de faux. Les établissements privés, savez-vous que c'est 5 millions qui payent pour une reconnaissance de diplôme? Des collègues qui ont fini 7 ans de retraite, 8 ans de retraite, sont promus par le Camès. Ils deviennent agrégés. Quelle est aujourd'hui la plus-value du Camès pour notre pays et pour l'Afrique? Où nous avons le système LMD, c'est un gouffre financier pour notre pays. C'est une arriération. Et je vous le dis, c'est le Bénin qui a le plus manipulé le Camès. Je voudrais rassurer tout de suite que ce livre n'a pas été élaboré ni rédigé dans le sens de régler nos comptes avec le Camès. Mais c'est pour la prospérité. C'est pour que ça s'arrête. Le CAMES, entendez, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, est un conseil inter-État qui réunit 17 pays d'Afrique francophone. Il a entre autres pour rôle de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements d'enseignement supérieur. Hors du continent africain, à présent, Amnesty International a publié jeudi un rapport sur la Turquie. Dans ce document, l'organisation non gouvernementale dénonce ce qu'elle qualifie de climat de peur glaçant instauré dans ce pays après le putsch manqué de juillet 2016. Elle dénonce également un abus de l'état d'urgence en Turquie. Les détails. Dans un récent rapport, Amnesty International accuse les autorités turques d'avoir imposé un climat de peur glaçant après le putsch manqué de 2016, en se prenant notamment aux défenseurs des droits de l'homme. L'organisation non gouvernementale estime que plus de 1300 associations et 180 médias ont été fermés. Toujours d'après Amnesty, un climat de peur glaçant se propage dans la société turque alors que le gouvernement continue d'utiliser l'état d'urgence pour réduire l'espace réservé aux opinions dissidentes ou alternatives. Ce à quoi nous assistons en Turquie est le démantèlement délibéré de la société civile et l'abus de l'état d'urgence pour atteindre ses objectifs. Dans la pratique, les activités quotidiennes des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations de la société civile sont interdites en Turquie en vertu de l'état d'urgence. Les gens ne peuvent pas communiquer à l'extérieur, ils ne peuvent pas faire de recherche dehors, et cela signifie que le travail des ONG en Turquie est de facto interdit. L'état d'urgence a été instauré en juillet 2016 en Turquie et a été sans cesse renouvelé depuis. Le rapport d'Amnesty International présente de nombreux cas de répression dans le pays. Parmi eux, celui du président d'Amnesty en Turquie, détenu depuis juin 2017, ou du philanthrope Osman Kavala, détenu depuis octobre dernier. Ils sont tous deux accusés de lien avec le putsch manqué. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.